Bonjour. Dans cette vidéo, je vais donner l'explication de la dernière amélioration que j'ai faite dans ma suite de vidéos permettant de générer deux signaux à 40 kHz servant à faire de la lévitation acoustique comme on le voit ici. Et surtout, là on a les deux signaux, surtout ce qu'on veut, c'est pouvoir déphaser les signaux et de cette manière déplacer les objets, ici c'est vers le bas, et ici si on déphase dans l'autre sens, ça déplace les objets vers le haut. Donc je vais expliquer la dernière amélioration que j'ai faite. Donc je suis parti d'un programme qu'on peut retrouver en partant de ma page web qui est donnée en lien sous la vidéo. Si on va sous microcontrôleur Arduino, etc., on clique là-dessus. Là, on a la page web de référence que j'ai souvent déjà indiquée. On va ici dedans. Alors, ça prend un certain temps, voilà. Et ici, on a des vidéos aussi, des explications. Et si on cherche ici le programme nano-tinylev.ino qu'on trouve ici, eh bien, on tombe sur ce programme. C'est lui qui m'a donné envie de faire toute cette suite de vidéos. Et au début, je ne le comprenais pas. J'ai fait plusieurs approches. Et ensuite, ces approches étaient moyennement fructueuses au départ. Donc, j'ai cherché à comprendre ce programme. Je l'ai amélioré. Donc, au début, j'ai refait ces n égale 24 frames. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces 24 frames? Si on revient ici, et je vais mettre le décalage, ça on voit mieux. Voilà, en fait, il y a 24 décalages possibles entre un signal et l'autre signal dans ce programme-là. Ensuite, j'ai amélioré, je suis passé à 40 décalages possibles entre un signal et le suivant. Ensuite, 50, et celui de 50 décalages, j'étais bien content. Ça suit le même principe qu'ici, vraiment les mêmes idées avec quelques simplifications. Mais ensuite, j'ai vu qu'on peut faire un petit peu mieux et j'ai fait 132 décalages, donc 132 frames, avec une toute autre technique, une technique d'interruption. Et ici, j'arrive à 400 décalages ou 400 frames. Et donc, cette vidéo concerne cette dernière étape des 400 frames. On ne pourra pas faire mieux que 400 frames parce que 400, c'est le rapport entre la fréquence de l'Arduino et la fréquence qui est générée ici. Donc on n'arrive pas à faire mieux puisque la fréquence de l'Arduino est 400 fois supérieure à celle qu'on génère. Alors, j'explique ici le principe sur ce schéma. Donc, on utilise une routine de gestion d'interruption. On va faire des interruptions et qui vont forcer de rentrer dans une routine. Et il y aura 4 situations possibles. Alors, admettons qu'on rentre ici dans la routine d'interruption. On a un certain nombre d'instructions qui doivent être exécutées forcément. Et donc, après avoir exécuté ces instructions qui au total prendront 38 cycles, on arrive à faire une transition du signal 1. Et ensuite, il y a 2 cas possibles. Le premier cas, qui est représenté ici, la transition du signal 2 est suffisamment loin pour qu'on fasse une interruption un peu plus tard. De cette nouvelle interruption, on aura de nouveau nos instructions qui prendront 38 cycles. On fera la transition du signal 2. Et ensuite, on aimerait bien de nouveau pouvoir faire une interruption pour faire le signal 1. Mais là, le signal 1, il transite trop rapidement par rapport à la transition du signal 2. C'est-à-dire que la routine d'interruption, elle prend un certain temps. Et si la différence de temps entre les deux transitions est inférieure au temps qu'on se trouve dans la routine d'interruption, alors ce qu'on fait, une fois qu'on est rentré dans la routine d'interruption, on a nos 38 cycles, on fait la transition du signal 2, et à l'intérieur de cette même routine,
on attend 83 cycles, et après on fait la transition du signal 1. Et après, par rapport à cette interruption, on attend 200 cycles, et on recommence, on a nos 38 cycles, et on fait la transition du signal 2. Et là, de nouveau, on a nos 83 cycles qui sont trop courts. Donc ici, ça sera à l'intérieur de la même routine d'interruption qu'on fera la deuxième transition. Donc les 4 situations, c'est transition du signal 1, autre interruption, transition du signal 2, ou bien ça pourrait être transition du signal 2 et à l'intérieur de la même routine d'interruption, transition du signal 1. Et puis après, on a le cas symétrique, à la place d'avoir signal 1 qui transite, ça pourrait être signal 2 qui transite, une attente suffisamment longue pour qu'on fasse une autre interruption et transition du signal 1, ou bien transition du signal 1 et à l'intérieur de la même routine, transition du signal 2. Alors, je remontre ceci, je l'explique sous forme texte ici, et je donne l'algorithme. Donc, on a 2 variables, essentiellement, il y en aura d'autres, mais les 2 principales, c'est une phase qui nous dit le nombre de cycles entre la transition du signal 1 et celle du signal 2. Donc, en fait, 200 moins phase, ça sera le nombre de cycles entre la transition du signal 2 et celle du signal 1. 200 étant toujours le nombre de cycles qu'il faut pour une demi-période de chacun des signaux. Et puis on a une autre variable, nextS, qui vaut soit 1, soit 2, pour dire si c'est le signal 1 qui va transiter en premier quand on rentre dans la routine de gestion d'interruption, ou si c'est le signal 2. Alors, 2 cas avec nextS égale 1, c'est-à-dire que le signal 1 transitera en premier, soit la phase est petite, trop petite pour qu'on puisse faire la transition du signal 2 dans une autre gestion de routine d'interruption. Donc, à l'entrée de la routine d'interruption, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on sera toujours obligé d'avoir quelques cycles qui seront pris par quelques instructions. Ensuite, on aura transition du signal 1, phase cycle d'attente. Donc, on fait un cycle d'attente, le nombre de cycles, ça sera égal à phase. Et ensuite, transition du signal 2. Et ensuite, on dit la prochaine interruption aura lieu dans 200 cycles. OCRA, c'est toujours 1 de moins que le nombre de cycles qu'il faut attendre pour la prochaine transition. Et puis nextS égale 1, en fait il reste inchangé. Deuxième situation, toujours dans le cas où ça sera le signal 1 qui transite en premier, c'est que la phase est plus grande que 80. Alors là c'est un peu plus simple. À l'entrée de la routine, qu'est-ce qu'on fait? On fait la transition du signal 1. On dit que la prochaine interruption devra avoir lieu dans phase cycle. Et puis, on dit que la prochaine transition de signal, ce sera le signal 2 qui va transiter. Et puis maintenant, on a 2 cas complètement symétriques dans le cas où c'est le signal 2 qui transitera en premier. Alors, le cas que j'ai appelé 2,1, quand 200 moins phase est plus petit que 80, c'est-à-dire qu'on va avoir transition de phase 2 et puis transition de phase 1 qui va être assez tôt, et donc on devra traiter les 2 transition dans la même routine de gestion d'interruption. Donc on a transition du signal 2, ensuite on fait 200 moins phase cycle d'attente, et ensuite transition du signal 1. Ensuite on dit la prochaine transition aura lieu dans 200 cycles, et on dit la prochaine transition, ça sera de nouveau le signal 2 qui va transiter. Et puis dernier cas, ça va être le signal 2 qui va transiter, mais 200 moins phase est assez grand. Donc là, ce qu'on peut faire, à l'entrée de la routine de gestion d'interruption, on fait la transition du signal 2, on dit la prochaine interruption aura lieu dans 200 moins 1 moins phase, donc ça fait 200 moins phase cycle, et on dit que la prochaine fois, le signal qui va transiter, c'est le signal 1. Donc ici, il n'y a eu que le signal 2 qui a transité, donc le prochain qui transitera, c'est le signal 1. Et donc de là, normalement, on reviendra dans un des 2 cas qui est ici. Ça, c'est le principe. On a donc les 4 cas qui sont expliqués ici. Maintenant, si on change, on peut changer phase, justement, pour que le signal bouge. Comme on le voit ici, il se déplace. Donc là, la phase change sans arrêt. Et si la phase devient
l'alpha passe de 0 à moins 1, finalement, alors à la place d'un moins 1, on met 199. Donc si la phase égale 256 moins 1, c'est-à-dire 255, alors on met la phase à 199 et puis on dit que la prochaine transition, ça sera 2. Et si la phase égale 200, c'est-à-dire qu'on est passé de 199 à 200, alors on passe à 0 pour la phase et puis la prochaine transition, ça sera 1. Bon, ça c'est des petits détails. Je montre encore un peu le programme. Je n'ai pas tout expliqué. Il est à disposition. Alors, non, ce n'est pas ici, c'est ici. Voilà, donc le programme s'appelle EX 0441, etc. ici. Et là, je dis 400 frames. Donc, c'est les 400 transitions possibles. Donc, de nouveau, dans le programme ici qui est en langage C, il n'y a pas grand-chose. J'ai une routine d'initialisation qui est écrite en assembleur. Alors, je lui dis, OK, on a défini ailleurs, qui sera dans la routine ici en .s majuscule, défini une routine d'initialisation. Et comme d'habitude, on a le setup. Donc, dans le setup, je dis que je ne vais pas utiliser le timer. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, les timers 0 et 1, je ne vais pas les utiliser. Et le timer 2, je vais l'utiliser pour que quand le compteur, qui s'appelle TCNT2, égale la valeur OCR de A, alors il y a une interruption. Et ici, je dis que OCR de A au départ, ça va être égal à 200 moins 1. Donc le moins 1, ça fait que ça sera vraiment à 200 cycles qu'on aura l'interruption. Ok, je ne vais pas revenir sur tous ces paramètres ici. J'utilise donc comme d'habitude les pins 2, 3 c'est un signal et 4, 5 c'est l'autre signal. 2 et 3 sont toujours en opposition, 4 et 5 sont en opposition. Et puis 8 et 9 sont utilisés pour justement faire un déphasage. 8 déphasé dans un sens, 9 déphasé dans l'autre. Ici je dis, j'appelle la routine d'initialisation qui est écrite en assembleur. J'active de nouveau les interrupts. Puis dans la routine main, je fais juste le setup. Puis après, rien. Tout se passe dans la routine de gestion d'interruption qui est définie ici. Alors ça, c'est la partie assembleur. Ici, j'ai des commentaires. Ça, c'est pas très, très important. Ensuite, j'ai juste donné des noms parce que c'est plus clair de dire 0 ou de dire table quelque chose que de dire registre 2, registre 4, registre 5 ou bien les registres. Ça, c'est tous les registres que j'utilise. Ensuite, j'ai ma routine d'initialisation en assembleur. Donc, je mets 0 dans le registre que j'ai appelé 0 parce qu'on utilisera souvent la valeur 0. J'ai une table particulière, on y reviendra dans un tout petit moment, que je mémorise en R30, R31, puis finalement je les mémorise plutôt dans ces deux variables-là. Ça, je vais l'utiliser, c'est deux tables de longueur 8. Enfin non, c'est une table de longueur 8, la partie basse et la partie haute de cette table. Après, voilà, c'est les signaux, la phase par défaut au départ, on peut mettre ce qu'on veut ici, enfin ce qu'on veut entre 0 et 199 en fait. Et puis, voilà, au départ, j'initialise aussi OCR de A à 199. Ça, c'est pas très, très important. Et ici, j'ai ma routine de gestion d'interruption. Donc, au départ, on est obligé de sauver le registre des flags d'état. On le sauve dans R12 qu'on réutilisera, qu'on restaurera à la fin. Et ici, justement, je compare. D'abord, est-ce que NextS, est-ce qu'il est égal à 1 ou est-ce qu'il est égal à 2? Si il est égal à 1, alors je saute dans le cas 1. Sinon, je me trouve ici où NextS égale 2, ça veut dire que c'est le signal 2 qui transitera en premier. Puis maintenant, je compare ma phase. Est-ce que 200 moins 80 est... la phase est plus grande ou plus petite que 200 moins 80, ou autrement dit, si 200 moins phase est plus grand que 80, alors je saute dans le cas où j'ai qu'une seule transition. Parce que la différence des deux transitions entre la phase, entre le signal 2 et le signal 1 est suffisamment grand pour que je puisse faire une transition et ensuite lancer une autre interruption.
Et dans ce cas-là, ici, 200 moins phase est plus petit ou égal à 80, donc je vais être obligé de faire transition du signal 2, attente à l'intérieur de la routine d'interruption et transition du signal 1. Alors ici, voilà, je me mets dans SI before, quel va être le signal après la transition du signal 1, et ici dans SI after, quel va être le signal après, ou la paire de signaux en fait, après la transition du signal 2. On a les commentaires ici. Ensuite, je fais le calcul, en fait 200 moins phase que je mets dans une variable qui s'appelle phase temp, qui va être le temps d'attente. Et ensuite, voilà, je saute en attente. Peut-être je montre juste encore ici. Ça, c'est le cas un peu plus simple où je dis, voilà, j'ai qu'une seule transition qui va s'appeler SI before. Ici, je suis obligé d'attendre pour que la transition se fasse réellement au 38e cycle. Sinon, ici, je pourrais la faire avant, mais dans le cas précédent, je n'arriverai pas à faire mieux qu'au 38e cycle. Donc ici, je suis obligé de faire une attente pour être sûr que la transition se fasse au 38e cycle. Je fais ma transition et ici, j'initialise OCR2 à en fait 200 moins 1 moins phase. Je dis aussi que la prochaine transition, ça sera le signal 1, et puis ensuite je saute à la fin. Bien, alors maintenant on regarde encore ce qui se passe dans attente, c'est surtout ce qui importe. Ça serait le traitement où c'est le signal 1 qui transite en premier, mais c'est complètement symétrique à ce qu'on vient d'expliquer. Donc je ne vais pas reparler de ça. Le programme est à disposition, il y a pas mal de commentaires, vous pourrez les lire. En tout cas, il fonctionne bien. Donc, voilà, on arrive dans attente. Alors là, j'ai vraiment compté, là, normalement, on est au 23e cycle, depuis l'entrée dans la routine d'interruption. Donc ici, on a cette fameuse table, et cette table, en fait, elle est ici. Alors, ouais, je vais ouvrir ça, et je vais ouvrir ici. Voilà, on a notre table avec 8 cas possibles. Et ces 8 cas, c'est soit il n'y a aucune attente entre les deux transitions. Donc les deux transitions ont lieu exactement en même temps. Ou bien il y a un seul cycle, donc 62,5 nanosecondes, entre la transition d'un signal puis du suivant. Ou bien 2 cycles ou 3 cycles. Ou bien, c'est le cas ici, un multiple de 4 cycles, mais où k est plus grand que 0. Donc ça peut être 4, 8, 12, 16, 20, etc. Ou bien alors c'est 4K plus 1 cycle, ou bien 4K plus 2, ou 4K plus 3. Donc comme ça, on a tous les cas possibles. Si on a 0, donc on saute ici. Alors comment est-ce que ça marche ça c'est quand même assez intéressant. C'est une instruction assembleur qui est assez spéciale, qui est le e-jump, qui est là ou là. Alors ici on est dans le cas où on aura soit 0 cycle d'attente, soit 1 cycle, 2 cycles ou 3 cycles d'attente. Qu'est-ce que je fais? Je mets dans les registres, la paire de registres 31, 32, en fait la bonne valeur qui sera égale en fait au début de la table ici, plus alors ici je mets plus 4 et plus phase temp. Ce phase temp, c'est la phase qui est soit 0, 1 ou 2 ou 3. Et donc, quand j'exécute le e-jump, il regarde ce qu'il y a dans le registre, dans la paire de registres R31, R30, et il saute à l'adresse qui est indiquée par ce R31, R30. Et donc, soit il sautera ici, soit ici, soit ici, soit ici. Donc, s'il saute ici, eh bien, il saute à l'instruction rjump, saute à phase 00, soit il arrive, saute à l'instruction PH01, soit à l'instruction ici, soit ici. Et si on est dans les autres cas où donc le temps d'attente entre les deux cycles est supérieur ou égal à 4, alors on a quelque chose de similaire ici. On met Z à leur table plus phase temp divisé par 4. Et
après, on a encore voilà, les 4 cas possibles pour qu'on saute soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, suivant si on est un multiple de 4 ou 1 de plus qu'un multiple de 4, 2 de plus qu'un multiple de 4 ou 3 de plus qu'un multiple de 4. Donc, en sautant ici, on arrive à traiter les 8 cas qui sont indiqués ici, qui sont 0, 1, 2, 3, puis ensuite 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est pour des raisons pratiques que je les ai mis dans cet ordre-là, c'est des détails à vrai dire. Voilà, si on saute ici, eh bien, on a tout simplement les deux transitions qui se font en même temps. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a terminé. Et ici, je me suis assuré qu'on soit vraiment au 38e cycle. Ici, si on arrive ici, on est aussi au 38e cycle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait transition du premier signal et tout de suite après, transition du deuxième signal. Et il y a donc un cycle entre les deux. Si on est ici, alors transition du premier signal, on attend un cycle, transition du deuxième signal, donc il y a 2 cycles entre les deux transitions. Et ici, transition du premier signal, 2 no-hop pour perdre 2 cycles. Et donc, au 3e cycle, après la transition du premier signal, on a transition du deuxième signal. Et sinon, si on arrive ici, alors là, on a transition du premier signal. Et là, on a une petite boucle d'attente. Et donc, chaque fois qu'on boucle là-dedans, on aura 4 cycles. Et donc, admettons que temp vaut 1, tout simplement. Alors, on soustrait 1, on a no-hop, on fait un test, mais ici, il n'y a pas de branchement, puisqu'on est passé à 0, et on a supposé temp vaut 1. Donc, on aura 1, 2, 3, et on arrive ici, on a bien 4 cycles. Et donc, lui aura lieu 4 cycles après lui. Si temp vaut 2, alors on bouclera 2 fois ici. Une fois, ça prendra 4 cycles. Et une fois, ça prendra 3 cycles. Et le 4e cycle, c'est dans cette instruction-là. Maintenant, si on arrive ici, alors c'est complètement équivalent à celui-là, sauf qu'on commence par un no-hop, puisqu'on a en fait 4K plus 1. Le plus 1, il est perdu dans ce no-hop qui est là. Si on saute par ici, alors on a 2 no-hop qui correspondent au 2 qui est ici. Et ici, plus 3, on a les 3 no-hop. Et de nouveau, on a notre boucle d'attente. Et après, la transition de l'autre signal. Et on saute à la fin. Voilà. Puis à la fin, ici, on teste les boutons. Voilà, c'est des détails ici. Je ne vais pas expliquer ça en détail. Vous pourrez lire le code. Mais ce qui est intéressant par ici, qui permet vraiment de traiter tous les cas, c'est cette instruction eJump. Si on n'avait pas ça, ça serait vraiment compliqué. Grâce à ça, on peut dire, OK, on traite 8 cas différents. Et pour chacun de ces cas, on a un tout petit peu de code. Hein, ce n'est pas très long. Bien, je remontre encore une dernière fois la transition. Si je montre encore une fois les deux ensemble, là, vu que tout est descendu, tout est tombé, mais je peux le reprendre. Et normalement, je peux le remettre ici. Voilà. Et ici, là, il monte. Alors, je vais essayer de le transiter dans l'autre sens. Bon, il est tombé. Je vais faire en sorte qu'il descende. Je le mets là. Voilà. Et là, il devrait... Non, ce n'est pas au bon endroit. Ça va être ici. Voilà. Et là, il descend. Si j'en mets un deuxième, alors c'est juste pour le fun, hein, c'est pas très important. Mais voilà. En fait, tout le travail que j'ai fait, c'est essentiellement pour ces deux petites choses. On a ces deux-là qui se déplacent parce qu'on a le signal qui bouge ici, qui se déphase petit à petit. Et là, au bout d'un moment, bah, lui, il va tomber parce qu'il arrive quand même trop près du bas. Et donc là, les signaux générés par le haut et par le bas n'arrivent pas à se compenser. Et voilà, on a encore celui-ci qui descend. Là, on voit, lui, il est un peu influencé par ce qui se passe. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.